Mes chers camarades, bien le bonjour. Je me souviens quand j'étais ado, j'ai été voir Le Dernier Samouraï au cinéma. Et quand je suis sorti de la salle, peut-être que vous l'avez ressenti aussi, mais personnellement j'avais envie de lutter contre l'oppresseur à coups de katana. Aujourd'hui on va donc voir si la vision des samouraïs véhiculée par le film est fidèle à ce qu'ils étaient réellement. Pour l'occasion on va donc faire un peu d'histoire, dégommer quelques clichés et apprendre que comme d'habitude dans les films historiques, il y a quelques libertés qui sont prises avec la réalité. Allez, c'est parti. Le Dernier Samouraï, c'est l'histoire d'un soldat américain alcoolique, Tom Cruise, alias Nathan Algren dans le film, envoyé au Japon pour aider le jeune empereur Meiji à former son armée aux techniques de guerre militaire occidentales et au passage à écraser une rébellion qui agite le pays. Une rébellion menée par le légendaire samouraï Katsumoto, qui était jadis un des généraux de l'empereur. Malheureusement pour Algren, tout ne se passe pas vraiment comme prévu et à la première escarmouche, il se fait capturer par les vilains rebelles, laissant ses potes américains continuer la formation des soldats de l'empereur. Piégé dans un petit village durant tout l'hiver, Nathan découvre au fur et à mesure que la vie est douce et belle du côté des samouraïs, que leur philosophie de vie est saine, et que finalement les méchants ce n'est peut-être pas ceux qu'ils croient. Après s'être intimement rapproché de la femme du samouraï qu'il avait tué durant sa capture, il rejoint donc les rebelles et combat arme au poing contre ses anciens alliés. C'est beau, hein, ça donnerait presque envie de rejoindre la scientologie. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je la fasse cette blague. Bref, Le Dernier Samouraï, ça reste un sacré bon divertissement, et pour moi, il est à jamais rangé dans ma rubrique film sacré de mon adolescence que j'aimerais toujours, même si on me prouve par A plus B que c'est tout naze. Mais si j'ai pu vénérer un film de Mel Gibson qui pourtant était une bouse historique sans que je le sache, est-ce que niveau cohérence historique, Le Dernier Samouraï est dans les clous ? Eh bien, c'est pas la folie non plus, même si c'est moins grave. Pour comprendre l'objet du film, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le film, puisque Le Dernier Samouraï, c'est en fait la fin d'une époque et le début d'une autre. En l'occurrence, on passe ici de la fin de l'époque Edo au début de l'ère Meiji vers la fin du 19e siècle. On va laisser le film de côté pour l'instant donc, pour s'intéresser à ces périodes et à leurs caractéristiques, ainsi qu'à l'évolution de la place du samouraï au sein de la société japonaise. On sort donc un peu des sentiers du film, mais croyez-moi, ça vaut le coup de s'intéresser à cette période de l'histoire japonaise. Bref, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un samouraï ? À l'origine, c'est un militaire d'élite, un cavalier qui est au service de son seigneur et dédie sa vie au combat. Les samouraïs règnent sur le Japon à partir du XIIe siècle et suivent un code d'honneur très strict, le Bushido, littéralement la voie du guerrier. Même si ce nom de Bushido n'apparaîtra que 5 siècles plus tard. Dans ce code d'honneur, si le samouraï apporte le déshonneur sur lui, sur sa famille ou sur ses supérieurs, il doit se faire seppuku, un rite, un suicide, qui consiste à s'ouvrir le ventre à l'aide de son sabre, puisque le ventre chez les japonais est là où réside le courage. Alors qu'on soit clair, le samouraï pour se faire seppuku, il utilise un petit sabre qu'il a en plus de son grand sabre, le katana, parce qu'avec le grand sabre, eh bien ça serait un peu compliqué. Alors ça peut paraître un peu extrême comme pratique, mais c'est dans leur mœurs, et parfois les shoguns, les chefs militaires donc, sont obligés d'interdire la pratique du seppuku puisque leurs soldats se suicident systématiquement lorsque leur maître meurt. Jusqu'au XVIe siècle, il n'existe pas de profil type de samouraï. Chacun fait un peu comme il l'entend et le statut n'est pas clairement délimité, ce qui changera considérablement à l'époque Edo. Cette précision faite, on va se replonger au milieu du XVe siècle où deux grandes familles, les Hosokawa et les Yamana, sont très fortes dans le pays et se battent pour le pouvoir. C'est la guerre civile d'Onin qui dure près de 10 ans et qui voit des centaines de milliers de soldats s'affronter. Au terme de ce conflit, le territoire est profondément divisé et de nombreux combats éclatent entre les clans, que cela soit pour des causes sociales, économiques ou politiques. C'est ce que l'on nomme la période Sengoku, et pour tout résumer en une petite phrase, c'est la merde. Les guerres font des ravages, les famines emportent les civils, et des tremblements de terre viennent tasser tout ça pour finir le boulot. C'est dans ce contexte assez difficile que certains hommes, à partir de la fin du XVIe siècle, tentent d'unifier le Japon. Et quand je dis certains, on retient surtout 3 hommes qui sont considérés dans l'histoire comme des unificateurs. Tout d'abord Oda Nobunaga, qui prend la tête de son clan et qui défonce suffisamment d'autres seigneurs pour contrôler une grosse partie du Japon. Mais pas tout. À sa mort, c'est Toyotomi Hideyoshi qui va réussir à conquérir pour la première fois tout le territoire, à rallier tous ses rivaux, ou à les tuer quand ils ne veulent pas le rejoindre, et à chasser les chrétiens qui selon lui ont une influence néfaste sur le pays. À cette époque, les Portugais et les Hollandais sont déjà présents sur le territoire japonais depuis quelques dizaines d'années, et ils commencent à baptiser de grands seigneurs. Du
coup il faut leur apprendre un petit peu la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Tokugawa Ieyasu, qui lui arrive un peu après la bataille puisque le pays est quasiment unifié, mais qui calme rapidement tous ses rivaux à la mort de Toyotomi Hideyoshi. Le mec prend donc le pouvoir sur tout le Japon, se fait nommer shogun qui est un titre de chef militaire, et pose les bases de la dynastie des Tokugawa qui dure près de 3 siècles, et ça, bah, c'est pas rien. Quand Tokugawa arrive au pouvoir, il établit la capitale du Japon à Edo, qui deviendra bien plus tard la ville de Tokyo, d'où le nom d'époque Edo qui peut se caractériser par plusieurs choses importantes. Tout d'abord, le pays se referme grandement sur lui-même. Il n'a des relations commerciales qu'avec des voisins restreints, et de façon globale, il rejette la plupart des étrangers qui sont punis de mort s'ils posent le pied sur le territoire sans autorisation. D'ailleurs, on ne quitte pas non plus le pays sans autorisation sous peine de se voir réserver le même sort. On sent un certain nationalisme qui naît. En soi, c'est normal, puisque quand on vit dans un vase clos, on se nourrit de la culture qui nous entoure, et plus on est enfermé, plus cette culture se replie sur elle-même, et plus finalement la tradition devient importante. Et pour maintenir ce système très fermé, pour maintenir cette paix au sein du pays, les Tokugawa mettent en place un système très hiérarchisé. Tout en haut, il y a le shogun et sa famille, qui chapeautent le pays. Ils commandent l'administration et la politique, enfin bref, quasiment tout. La seule chose qu'ils ne gèrent pas, c'est la religion qui est plutôt orientée par l'empereur, qui n'a pas vraiment d'autre pouvoir puisque lui-même est sous l'influence du shogun. On est bien loin de l'image de l'empereur qu'on pouvait se faire donc. En dessous du shogun, on trouve des daimyos, des gouverneurs de région en somme. Ces daimyos, les Tokugawa tiennent à les garder sous leur coupe pour les empêcher de prendre trop d'indépendance afin de conserver l'harmonie dans le pays. Mais en pratique, comment est-ce qu'ils font? Eh bien en gros, ils obligent chaque daimyos à résider 1 an sur 2 à Edo. En gros, 1 an chez eux et 1 an auprès du shogun. Et pour être sûr que les daimyos ne posent pas de problème quand ils sont chez eux, eh bien la famille de chaque daimyos est obligée de résider à Edo, où femmes et enfants sont en relative sécurité auprès des Tokugawa. Bref, il y a un certain contrôle pour que les choses restent calmes dans la région. En dessous des daimyos, on retrouve les fameux samouraïs. Les samouraïs, c'est une classe sociale à part entière. Une classe guerrière qui évolue dans un environnement guerrier jusqu'à l'époque Edo. Mais quand les Tokugawa arrivent au pouvoir, ils ont pacifié le Japon et leur but est de maintenir cette paix à tout prix. Si le code d'honneur des samouraïs se codifie réellement à cette époque, ils commencent donc à endosser d'autres rôles, principalement dans l'administration. Tout le folklore guerrier est conservé, mais ne sert que pour les cérémonies, et d'ailleurs beaucoup de samouraïs en profitent pour approcher l'art, l'écriture et autres. Cependant, le samouraï ne travaille pas au sens où on peut l'entendre, puisque la guerre reste son métier. Depuis son plus jeune âge, il est formé au maniement des armes, à la stratégie, etc. Bien évidemment, on ne néglige pas non plus la formation religieuse qui est aussi importante. Cette formation et cette dévotion envers leur seigneur, elle est extrêmement importante et puisque le samouraï ne peut exercer de métier, il est rémunéré par son seigneur. En gros, il perçoit une sorte d'allocation pour vivre, quoi. Durant cette période Edo, les villes se développent assez largement grâce à une paysannerie très forte qui permet à l'économie de prospérer. Et c'est aussi assez paradoxal à l'époque, puisque dans la hiérarchie établie, les fermiers arrivent juste derrière la classe des guerriers. Ils sont suivis par les artisans, puis par les marchands. Et plus le temps passe, plus les fermiers qui sont censés être au-dessus deviennent pauvres, alors que les marchands, eux, s'enrichissent. Finalement, plus le temps passe et plus cette hiérarchie de classe n'est que symbolique, et elle ne reflète plus vraiment l'influence réelle des classes au sein de sa société. C'est d'ailleurs pour ça que les symboles liés à une classe sont d'autant plus importants pour se légitimer socialement. Par exemple, les samouraïs sont désormais les seuls à pouvoir porter les 2 sabres en ville. Un peu comme les nobles en France au Moyen-Âge, c'est un privilège de classe car tout le reste de la population est désarmé. On marque ainsi sa supériorité par rapport aux autres, directement par ce que l'on porte sur soi. D'ailleurs, les samouraïs avaient littéralement le droit de vie ou de mort sur le bas peuple, donc fallait pas les regarder de travers. Bref, vous l'avez compris dans cette grande parenthèse sur le contexte social à l'époque Edo, les samouraïs perdent de l'influence, mais s'accrochent toujours à leur statut qui est profondément ancré dans la tradition japonaise. Tout à l'heure, je faisais remarquer que le pays se referme sur lui-même pendant ces 2 siècles. Bien évidemment, cela pose quelques problèmes aux pays des alentours qui aimeraient pouvoir profiter du Japon comme lieu de passage afin de ravitailler leur flotte maritime, mais qui ne peuvent pas. Du coup, en 1854, les Américains décident d'imposer leur vision des choses. Comme des Américains. Ils débarquent devant les côtes japonaises et menacent d'ouvrir le feu si le Japon n'accepte pas de les accueillir. Le shogun en place cède car il se rend bien compte de la supériorité technologique des Occidentaux et ne veut pas déclencher une guerre.
La convention de Kanagawa est signée, et bientôt, cela a des répercussions sur tout le pays. En 1858, on a donc de nouvelles voies commerciales qui s'établissent entre le Japon et la France, la Grande-Bretagne, la Russie ou encore la Hollande. Le shogun est considérablement affaibli par les traités qu'il a signés sous la contrainte avec les Occidentaux, et ça lui joue des tours. Il perd de l'influence, et en 1867, le jeune empereur Mutsuhito, qui devient plus tard l'empereur Meiji, se fait manipuler dans l'ombre par d'autres chefs et prend position contre lui. Une première depuis pas mal d'années, puisque jusque-là l'empereur était non seulement cantonné au rôle religieux, mais aussi bien souvent sous la coupe du shogun. Le jeune empereur se rebiffe donc, et le pays se divise entre partisans du shogunat et partisans de l'empereur. C'est la guerre civile de Boshin. Les samouraïs ne sont pas épargnés par cette guerre, puisqu'ils doivent fatalement y prendre part. Certains clans conservateurs se rangent aux côtés du shogun, et d'autres réformistes penchent plutôt du côté de l'empereur, comme les célèbres samouraïs de Satsuma. On a donc deux visions du Japon qui s'affrontent pour le pouvoir, la tradition d'un côté et l'évolution de l'autre. Même si c'est très grossièrement résumé, puisque les réformistes sont aussi souvent les plus gros xénophobes. Bref, c'est une situation très compliquée qui est simplifiée à mort pour être compréhensible en 2 minutes, un peu comme dans le dernier samouraï en fait. La guerre civile de Boshin, c'est donc une des principales sources d'inspiration du dernier samouraï, et comme dans le film, un occidental se met rapidement au service de Shogun. Sauf qu'il ne ressemble pas à Tom Cruise et qu'il n'est pas américain. Avant que la guerre commence, l'armée de l'empereur est déjà bien modernisée grâce aux efforts des forces occidentales. À cette époque, seuls les Français se rangent aux côtés du shogun. Et parmi ces Français, un certain Jules Brunet est chargé d'instruire et de moderniser les troupes du shogun, qui ont tout de même un peu de retard sur leurs opposants, un petit peu. Alors que les Japonais ont d'ordinaire du mal à nouer des relations avec les étrangers, Jules Brunet semble plutôt bien accueilli, sûrement car il est lui-même un guerrier très instruit qui sait très bien dessiner. Et ça, les Japonais, ils y sont sensibles, hein. Lorsque le conflit éclate, la France se retire officiellement, mais Jules Brunet refuse d'abandonner les hommes qu'il a formés et combat donc l'empereur aux côtés du shogun. La France ne le condamnera jamais pour ça, prétextant qu'il avait pris une permission et qu'il n'était plus sous la responsabilité de l'armée. On a une histoire sensiblement différente dans le film, puisque rappelez-vous, au début du film, Tom Cruise il est du côté de l'empereur, qu'il trahit par la suite pour rejoindre les rebelles, alors que Jules Brunet, il est depuis le début du côté du shogun. On peut rajouter que si l'image romantique qu'on se fait du samouraï avec sa tenue, son sabre et compagnie est assez jolie, elle est néanmoins assez fausse puisque la plupart des soldats du shogun avaient des fusils eux aussi. Ils sont pas fous les mecs, hein. Et pourtant ça ne suffit pas, puisque dans le dernier samouraï, tous les samouraïs meurent à la fin. Désolé du spoil. Il faut dire que s'ils avaient des fusils, ils n'avaient pas en revanche d'artillerie, contrairement aux forces de l'empereur. Dans les faits, les forces du shogun sont bien battues à plat de couture, mais ce n'est pas la fin des samouraïs, car il y en avait, comme nous l'avons dit plus tôt, des deux côtés. Ça, le film nous le montre très bien au début de l'aventure, lors de la première bataille entre les forces du shogun et celles de l'empereur. Un des officiers de l'empereur vaincu se fait alors seppuku comme le veut sa tradition. On pourrait alors se dire qu'il est dommage de revenir sur un truc qui, historiquement, tenait plutôt bien la route, non? Sauf que c'est plus compliqué que ça et que le dernier samouraï, c'est aussi inspiré d'un autre fait réel. À la fin de la guerre de Boshin, les partisans survivants du shogun partent vers le nord avec Jules Brunet et fondent la République d'Ezo, toute première république japonaise qui est à moitié gérée par des officiers français, alors que Napoléon III s'engage pourtant à la neutralité avec l'empereur. Une république qui ne dure pas bien longtemps et qui est officiellement dissoute en 1869. Jules Brunet part juste avant la fin de cette république pour échapper au massacre d'ailleurs, et il ne combat pas comme Tom Cruise lors du combat final. En 1868, c'est donc la fin de l'époque Edo et le début de l'ère Meiji puisque le pays s'ouvre au monde. Dans son élan de modernisation, l'empereur veut absolument casser la hiérarchie sociale qui était en place sous les Tokugawa. Ainsi, si le samouraï devait auparavant allégeance à son seigneur, à partir de 1871, il doit prioritairement servir l'empereur. Ça, c'est le premier truc qui font que les samouraïs, ils sont pas très contents. Progressivement, la tenue traditionnelle est totalement abandonnée au combat, un symbole supplémentaire de la volonté de l'empereur Meiji de faire disparaître la classe des samouraïs. D'ailleurs, c'est près d'1 million de samouraïs qui sont mis à la retraite dans la suite de la guerre de Boshin, et on leur verse une petite allocation pour la forme qui ne leur permet souvent pas de vivre dans de bonnes conditions. Deuxième truc qui fâche les samouraïs, il faudrait commencer à faire un peu gaffe, monsieur l'empereur, hein. Comble de la honte pour eux, on leur interdit à partir de 1876 de porter leur sabre car désormais cela doit être réservé aux officiers militaires. Il en est de même pour leur célèbre chignon, qu'ils n'ont plus le droit de porter.
Donc troisième raison de se sentir un peu vexé, puisque cette fois-ci on s'attaque à leurs attributs sociaux, qui leur permettaient de montrer à tous qu'ils étaient un cran au-dessus. Les samouraïs se sentent acculés et humiliés depuis quelques années, et décident donc de se rebeller contre l'empereur. Seigo Takamori, un célèbre samouraï qui avait participé à l'établissement de l'ère Meiji en formant la nouvelle armée de l'empereur et en se battant contre le shogun, prend le contrôle de la rébellion dans la région de Satsuma. Il doit désormais se battre contre l'armée qu'il avait lui-même formée. Et oui, vous l'avez reconnu, Seigo Takamori, c'est Katsumoto dans le film, qui est joué par l'acteur Ken Watanabe. Le dernier samouraï, c'est donc un mélange d'un peu de guerre de Boshin, que nous avons vu tout à l'heure, et de beaucoup de rébellions de Satsuma. Durant ce conflit, là encore s'ils conservent leurs sabres, les samouraïs de Satsuma se battent avec des armes à feu. Et ils font bien puisqu'ils ne sont que 40 000 face aux troupes de l'empereur qui sont presque 2 fois plus nombreuses. Oubliez donc encore une fois l'image chevaleresque du guerrier équipé seulement de son katana et d'un arc, on va se concentrer sur le grand final. Le 24 septembre 1877, les forces gouvernementales encerclent la colline de Shiroyama. Après des semaines de conflit, il ne reste que quelques centaines de samouraïs contre plusieurs dizaines de milliers de soldats. La colline est bombardée et les soldats de l'empereur sont envoyés, il faut bien le dire, un peu à l'arrache contre les samouraïs. Manque de bol, même si ces derniers sont largement sous nombre, ils savent quand même manier le katana les mecs, hein, c'est des samouraïs. Les forces de l'empereur perdent ainsi beaucoup d'hommes au corps à corps, mais tuent énormément de soldats ennemis. La première vague est repoussée, mais les samouraïs sont trop peu nombreux pour tenir un nouvel assaut. Et là, un peu comme dans le film, les quelques dizaines de guerriers restants, pour sauver l'honneur, décident de charger à cheval contre le commandant ennemi. Bien évidemment, tout comme dans le film, les samouraïs se font cueillir par les fusils et les mitrailleuses, et Seigo Takamori décède durant la bataille. Cependant, contrairement au film, la mort de Takamori est beaucoup moins tranchée. Sans mauvais jeu de mots, hein. On ne sait pas vraiment comment il perd la vie, mais peut-être qu'il meurt par balle avant la bataille, puis se fait décapiter par un de ses proches suivant la tradition du Bushido. L'autre thèse est celle du film, où il aurait eu le temps de se faire seppuku avant d'être capturé. Mais bon, bah ça, on le saura sûrement jamais. Hein. Ce qui est sûr, c'est que si Jules Brunet n'était pas aux côtés de Seigo comme Tom Cruise l'était aux côtés de Katsumoto dans le film, eh bien le dernier samouraï ce n'était pas Brunet ou Tom Cruise, mais bien Seigo Takamori, qui devient par la même occasion un symbole de résistance face à un gouvernement qui ne recule devant rien pour accomplir ses objectifs. On pourrait se dire que tout ça est bien triste, et en réalité, eh bien ça l'est quand même un peu. Mais les samouraïs, il ne faut pas l'oublier, représentaient quand même une classe dominante qui cherchait à préserver ses privilèges au détriment du reste de la population. S'il ne faut pas faire de raccourcis trop rapides avec notre histoire occidentale, parce que ça serait stupide, on pourrait presque parler d'une certaine aristocratie en parlant des samouraïs. Si Seigo est devenu une légende au Japon, c'est surtout parce qu'il est le symbole d'une certaine tradition, d'un état d'esprit, mais aussi parce que la répression de l'empereur a été extrêmement violente. Mais ça restait un mec qui se battait tout de même pour avoir un peu plus de gâteaux que les voisins. Si vous avez aimé cet épisode, je compte sur vous pour laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et pour partager un max. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien oulalalala, c'est très mal, je compte sur vous pour rectifier la chose en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Et puis, eh bien, si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir l'émission, même ne serait-ce que pour 1 € par mois, eh bien vous pouvez le faire sur le site tipeee.com, ça reste encore et toujours ma source numéro 1 de revenus. Moi je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. Salut!